Monsieur Hamon, après avoir été tour à tour porte-parole du Parti socialiste, ministre par 2 fois, puis candidat à l'Élysée, vous vous êtes retiré de la scène politique tout en gardant une activité à l'échelle régionale. Envisagez-vous un comeback? Direct. Non, pas. Bon, vous savez, je pense que on a tort de résumer la politique, en fait, à l'action partisane, c'est-à-dire d'être membre d'un parti et de vouloir prétendre à des mandats dans la démocratie représentative. La vérité, c'est que la démocratie, c'est plus que la démocratie représentative. Aujourd'hui, je représente l'économie sociale en France, ce qui m'amène à défendre presque 200 000 entreprises, 2 600 000 salariés, l'équivalent de 10% de la richesse créée en France, et à essayer d'imaginer, à travers l'économie sociale, quelle pourrait être la stratégie de la France en matière de lutte contre les inégalités, de lutte contre la pauvreté, de transition écologique. Tout ça, c'est politique. Et fort heureusement, la politique n'est pas le monopole des partis politiques. Il faut les respecter pour le rôle qui est le leur. Mais ce qui me semble important aujourd'hui, dans un moment démocratique particulier en France, où on voit bien que les partis politiques n'ont plus la solution seule à la crise démocratique que vit la France, c'est important qu'on sache se tourner aussi vers les acteurs de la société civile, les syndicats, les organisations patronales, les acteurs économiques, mais aussi les acteurs associatifs et ceux de l'économie sociale et solidaire. Ce qui fait que si c'est comeback dans la vie d'avant, pas forcément, mais en même temps, j'ai pas non plus l'impression d'avoir quitté la politique en choisissant de m'impliquer dans l'économie sociale et solidaire. C'est une autre manière de faire de la politique. Alors le Parti socialiste que vous connaissez bien et que vous avez quitté il y a 7 ans environ pour créer votre propre mouvement n'est plus ce qu'il était. Est-il capable de redresser la tête aujourd'hui? Oui, bien sûr. Il y a ce à quoi il faut s'attacher, vous savez, c'est moins les partis que les idées. Les partis sont mortels, les idées le sont moins, et l'aspiration à la justice sociale ou à l'égalité, quand elle est portée par la gauche, elle a vocation à exister, a fortiori dans une période où on sent bien que toutes les nations occidentales sont tentées par le repli sur elles-mêmes, pour des raisons qui s'expliquent, la fin de l'hégémonie occidentale sur les affaires du monde, ce qui est très étrange pour les élites occidentales de voir qu'elles ne décident plus de l'ordre du monde. La fin d'un modèle économique qui a assuré la prospérité de nos sociétés, je veux dire le modèle capitaliste, on voit bien que à partir du moment où tout le monde comprend que on ne peut pas faire de croissance infinie de la richesse dans un monde qui est fini, avec des ressources naturelles qui sont épuisables, on comprend qu'on arrive donc à une forme d'obligation de transformer notre modèle. Tout ça bouscule ce qui fondait, quelque part, à la fois la richesse économique de l'Occident et donc son pouvoir. Et donc on est dans un moment de crise, en tout cas en France, en Europe, en Occident, et qui se traduit par des aspirations, qui sont des aspirations ou au repli sur soi, ou au contraire, me semble-t-il, à de nouvelles coopérations, à une nouvelle justice sociale, à de nouvelles stratégies de développement qui prennent davantage en compte la question de l'impact écologique, de l'impact social. Et c'est pour ça que je pense qu'un parti comme le Parti socialiste peut jouer un rôle, comme d'autres partis, et qu'il faut être attaché à soutenir, en tout cas toutes celles et ceux qui s'attachent moins à assurer la survie de leur parti qu'à faire vivre en réalité les idées qui sont celles de progrès auxquelles moi je reste attaché. Alors la France se retrouve sans gouvernement aujourd'hui, après la démission de Michel Barnier. Qu'attendez-vous de Macron? Moi, je suggère de ne rien attendre, en tout cas de rien dire, parce que le président, il en fait qu'à sa tête. Donc, si je dis une chose, il fera sans doute le contraire. Et donc, tout le monde, on s'est habitué depuis 7 ans à voir que notre président n'en fait qu'à sa tête. Bon, c'est sa manière de faire les choses. C'est pas à moi de juger maintenant. Ce que je crois surtout, c'est que il faut prendre soin. Vous savez, il y a une formule qui dit que la démocratie, c'est se mettre d'accord sur nos désaccords. Vous et moi, on n'est pas d'accord sur tout. Mais si on se met d'accord sur quoi on n'est pas d'accord, ça ne nous empêche pas de vivre ensemble. Or aujourd'hui, on voit bien que dans beaucoup de pays, un désaccord entre des personnes, même dans des démocraties, conduit à de la polémique, à du conflit, voire même au rejet pur et simple de celui ou celle qui n'est pas d'accord, au point même qu'on ne conçoive plus de vivre avec lui. Et donc, je pense que tout ce qui brutalise le débat public, tout ce qui conduit à de l'irrespect des individus, fabrique du conflit, fabrique du désordre. Et je pense que
la tâche prioritaire qui doit être celle de ceux et celles qui justement sont attachés à la démocratie, à la République, c'est de prendre soin justement de la République et des conditions du débat démocratique. On dit souvent en France, j'ai remarqué cela, que les Français ne font pas confiance dans leurs élus. Et on dit « Oh là là, c'est pas normal, c'est dommage que les Français, les citoyens, aient aussi peu confiance en leurs élus. » Mais à l'inverse, est-ce qu'on a le sentiment que les élus font confiance dans les citoyens qui votent? On peut se poser la question. On a parfois l'impression, au contraire, qu'une fois élus, les responsables politiques s'accaparent les décisions, ne veulent plus entendre qui que ce soit, se moquent de la vie de la société civile. Et je pense qu'il faut que cette relation de confiance, dont on sent bien qu'elle est très altérée aujourd'hui, pour la reconstituer, pour régénérer un lien de confiance entre les Français et leurs élus, il revient d'abord aux élus de montrer qu'ils font confiance dans l'expertise, dans le génie qui est aussi le génie collectif de la nation et donc celui des citoyens. Donc je serai Emmanuel Macron, je ferai confiance davantage dans la démocratie participative, je ferai davantage confiance dans la démocratie sociale, j'ouvrirai portes et fenêtres. Si j'organisais une conférence sur le climat, je respecterai strictement ce que m'ont dit les citoyens quand ils veulent engager la transition écologique. Voilà ce que je ferai. Mais bon, il ne s'est pas échappé que je n'ai pas été élu. Comment vous évaluez la situation en France, maintenant, après la démission du Premier ministre? Surtout la motion de censure. La motion de censure, bon, c'était pas arrivé depuis 62, donc on va se dire, c'est nouveau, donc ça sidère. Bon, en même temps, on n'est rien d'autre que dans l'application du droit, donc il n'y a rien de grave, hein, tout cela. Si je me place du point de vue de l'économie sociale et solidaire, je regarde la raison pour laquelle a été censuré le Premier ministre. Il a été censuré parce qu'il apparaissait aux yeux des parlementaires que le budget qu'il proposait allait produire plus de souffrance que de solutions. C'est comme ça qu'ils l'ont dit. Moi, je regarde du point de vue de l'économie sociale et solidaire. Nous avions évalué avec les employeurs de ce secteur le nombre d'emplois qui étaient menacés si ce budget s'appliquait. Il s'agissait de 186 000 emplois qui auraient pu être supprimés si ce budget s'était appliqué dans les territoires français. Donc, moi je l'avais dit au Premier ministre, on avait eu des discussions, d'ailleurs un homme parfaitement respectable, capable de discuter, mais nous étions très inquiets des conséquences de ce projet de loi de finances. Donc le fait qu'aujourd'hui ce budget ne s'applique pas, en tout cas nous donne un peu un sursis, une possibilité de négocier, de discuter. Donc moi, tant qu'on reste dans les règles du jeu démocratique, si vous voulez, comme acteur de l'économie sociale et solidaire, représentant de l'ESS, le fait qu'on puisse reprendre des discussions sur ces questions de budget et de lien avec l'économie sociale et solidaire, je trouve ça plutôt positif pour le secteur que je représente. Voilà, bon, les premiers ministres passent, on est toujours debout, hein, ça va. Selon vous, quelle personnalité pourrait être nommée à Matignon? De gauche? Amstramgram, Piquet-Collégramme, je n'en sais rien. D'abord, je vais vous faire une réponse bateau, mais c'est la seule qui vaille. C'est que d'abord, c'est Emmanuel Macron qui décide. Et je vous ramène ce que je vous ai dit plus tôt. Personne ne sait ce qui va décider. Donc, homme, femme, gauche, droite. Bon, il penche beaucoup à droite quand même. Mais non, je ne peux pas vous dire. Puis ce serait... voilà, j'en ai aucune idée. Après la visite d'Emmanuel Macron au Maroc et la signature de plusieurs accords estimés à 10 milliards d'euros, pensez-vous que la France compte faire la même chose avec la Tunisie? D'abord, il faut que les deux parties le veuillent. Il n'y a pas d'accord sans consentement des deux parties. Donc, moi, ce que je crois, c'est que on a partie liée des deux côtés de la Méditerranée. D'ailleurs, moi, j'aspire à ce que on ait une relation de pair à pair, c'est-à-dire respectueuse des agendas réciproques et qui se construisent sur des coopérations de long terme, qu'on se fixe des objectifs de moyen et long terme. Et on voit bien là, dans le dialogue de ce matin par exemple sur l'économie sociale et solidaire, spontanément, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de tralala pour voir tous les points communs qu'il y a entre nos économies, tous les points communs qu'il y a entre une expertise qui existe ici en Tunisie et une expertise qui existe en France dans des domaines dans lesquels on peut
il peut y avoir des apports réciproques. Et au fond, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on peut faire des grands contrats de plusieurs milliards. La question, c'est à qui profitent ces contrats déjà. Il apparaît parfois que ça profite à des grandes entreprises, mais on se dit, mais où sont les emplois en Tunisie, où sont les emplois au Maroc, où sont les emplois en France? Bon, vous voyez, par exemple, la France, depuis 2017, elle s'est endettée de 1000 milliards d'euros supplémentaires. On pourrait se dire, si on a fait plus 1000 milliards de dettes, les Français ont dû avoir une conquête sociale, quelque chose qui a embelli leur vie. Non, je sais pas. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce qui me semble, c'est qu'il faut construire des stratégies de long terme et qui reposent parfois sur des grands contrats entre des grandes entreprises, mais aussi sur la volonté d'organiser des coopérations qui sont objectivement bénéfiques aux deux parties. Et en tout cas, c'est intéressant de voir que de société civile à société civile, grâce à Expertise France, grâce au travail qui est fait là, ici par le groupe AFD, grâce aux autorités tunisiennes, on organise un dialogue entre deux sociétés civiles dont il va sortir des fruits, et des fruits que pourront s'approprier directement les Tunisiens comme directement les Français. Ça me semble très concret. Alors, selon vous, en tant que défenseur de l'économie sociale et solidaire, pouvez-vous nous dire comment les entreprises de l'ESS peuvent soutenir la reprise économique dans un pays comme la Tunisie? L'ESS, c'est une économie de la souveraineté, parce que c'est une économie territorialisée. Plus vous développez de l'ESS, plus vous êtes souverain économiquement. Dans des champs qui vont de la transition écologique, le recyclage, dans le champ de l'alimentation, dans le champ de l'agriculture, de la transformation de la ressource, qui peut être la ressource halieutique, la pêche, ou des ressources agricoles, dans le champ de l'industrie. L'ESS, ce sont des coopératives, des entreprises associatives, des mutuelles, qui sont attachées à un territoire. On ne peut pas les vendre à l'étranger, ça n'existe pas, elles ne changent pas de pavillon en cours de route. Donc quand vous créez une entreprise de l'ESS, elle ne s'envolera pas. Elle ne se délocalisera pas. Donc c'est un instrument crucial de souveraineté économique. De surcroît, c'est une entreprise que peuvent s'approprier les habitants d'un pays. Pourquoi? Parce qu'ils sont partie prenante de ces innovations sociales, de ces entreprises. Donc il y a un double bénéfice à l'ESS. Je crée une activité qui restera ici, qui va créer de l'emploi, de la richesse, redistribuer, et en même temps, j'implique les citoyens dans la délibération de ces entreprises. Les coopératives, on parlait du centenaire de la première coopérative tunisienne, créée en 2024, en 1924. Vous voyez, des entreprises centenaires, il n'y en a pas beaucoup. Et l'ESS, ce sont des entreprises durables. Quand vous créez des entreprises de l'économie sociale, vous avez une chance que vos enfants, voire même vos petits-enfants, vivront avec. Donc c'est ce que moi je crois, comme ancien ministre de l'ESS en France, et il y a une loi ESS en France en 2014, il y a une loi ESS en Tunisie en 2020, donc vous voyez, on a une parenté d'inspiration, on fait des choses de la même manière. Ce que je peux vous dire, c'est que je suis convaincu qu'aujourd'hui, développer l'ESS, c'est garantir à une économie, ou c'est garantir que l'économie est au service de la souveraineté d'une nation et au service des citoyens de cette nation. Donc plus il y aura d'ESS en Tunisie, plus il y aura d'ESS en France, et vous verrez que plus les Tunisiens et les Français s'en porteront mieux. Quels seraient, d'après vous, les principaux avantages de l'ESS pour la Tunisie? Les mêmes que partout ailleurs. Il n'y a pas de spécificité de ce point de vue-là. Je sais qu'il y a une initiative aujourd'hui du président tunisien autour de l'entreprise communautaire. Et est-ce que c'est de l'ESS ou est-ce que c'est différent? Ce que je crois, c'est que l'économie sociale, elle peut permettre de transformer une économie informelle en économie formelle. Elle peut permettre de structurer des filières dans d'innombrables domaines, de générer de l'innovation sociale. Et elle peut parfois, en lieu et place du service public, parce que créer un nouveau service public, par exemple, ça coûte cher. Et l'État n'a pas forcément les caisses ou l'argent ou les budgets pour le faire. L'ESS, ce sont des entreprises privées qui vont s'intéresser à l'intérêt général. Vouloir, par exemple, faciliter la réinsertion de gens très éloignés de l'emploi. Vouloir prendre en charge des personnes en grande pauvreté. Vouloir s'occuper de personnes âgées dépendantes. Vouloir accueillir les tout-petits en crèche. Ce sont les entreprises de l'ESS qui le font. Donc on coproduit l'intérêt général. Et me semble-t-il, pour tous les gouvernements qui s'intéressent à cette question et qui regardent aujourd'hui ce que sont leurs propres moyens et la façon dont ils pourraient, en développant les SS, améliorer les services rendus à la population,
c'est une voie d'avenir. C'est une voie d'avenir pour la Tunisie, c'est une voie d'avenir pour le Maroc, c'est une voie d'avenir pour l'Algérie, c'est une voie d'avenir pour tous les pays africains, comme c'est une voie d'avenir pour tous les pays européens. Et comme par hasard, ça existe sur tous les continents et dans tous les pays. La question c'est, quelle stratégie à l'échelle des pays construire pour développer l'ESS? Et en tout cas, moi je suis très heureux de voir que dans la matinée qu'on a passée, il y avait un dialogue très fécond entre la partie tunisienne et la partie française sur les immenses possibilités qu'offre l'ESS à l'échelle de nos territoires respectifs. Merci beaucoup. Merci à vous.